Bonjour à toutes, bonjour à tous. Elles sont chefs d'entreprise, employées, femmes politiques, entrepreneurs, féministes, commerçantes, ingénieurs, femmes au foyer ou tout cela à la fois. Les femmes africaines, de par leur travail acharné et leur mode d'organisation astucieux, tiennent les leviers économiques et sociaux du continent noir. Qu'en est-il de la diaspora féminine africaine? Bienvenue dans Jigen Talk, le podcast qui promeut la parole de la femme africaine de la diaspora. Jigen Talk est un espace de rapprochement entre femmes où leurs intelligences sont mobilisées, où leur détermination et leur solidarité s'expriment pour qu'elles soient écoutées. Avec leurs mots, leurs expériences, leur potentiel, leur vécu, leur parcours, les femmes y évoquent tous les sujets pour elles sans être jugées. Aujourd'hui, je reçois Ingrid. Qui est Ingrid? Alors, je suis mère de 3 enfants. Donc, j'ai un garçon de 27 ans et 2 jeunes adultes, 2 jeunes femmes de 22 et de 21 ans. Je vis en France depuis plus de 40 ans et aujourd'hui j'exerce le métier de traiteur. Voilà. Je suis née à Cocody, exactement, en 1973, donc aujourd'hui j'ai 50 ans. Et je suis fille unique de mon père et de ma mère, mais mon père a plusieurs enfants. Et j'ai eu la chance plusieurs fois de partir en Guinée-Conakry, parce que ma mère elle est guinéenne. Donc j'ai grandi pas très longtemps en Côte d'Ivoire, j'ai envie de vous dire, puisque après fin années 70, début 1980, je suis venue en France avec ma mère. Mon père était déjà installé et il nous a fait venir en fait en France pour que je puisse fréquenter dans l'Hexagone. Et donc j'ai grandi en France. J'ai des bons souvenirs, je dirais pas le contraire, j'ai des bons souvenirs, mais j'ai juste un souvenir qui m'a un petit peu, qui est resté, c'est-à-dire c'était à l'école primaire, où, je sais pas, il y avait les enfants en fait qui s'amusaient à me toucher les cheveux, à toucher ma peau, enfin voilà. J'étais dans une petite ville qui s'appelle Hermont dans le 95, c'était à Cernay exactement, c'est juste à côté de Hermont-Bonne. Et dans cette école-là, oui, je me souviens, il y avait des attitudes comme ça que je trouvais un peu, ça m'interpellait, puisque je me souviens, moi, en Côte d'Ivoire, quand j'avais 4-5 ans, qu'il y avait quand même des enfants européens, et il m'était jamais venu à l'idée de leur toucher les cheveux, ou de toucher la peau, et je me suis dit, ah, c'est curieux, est-ce que je suis une bête de foire, c'est vraiment des choses qui m'avaient vraiment choquée, et tellement que c'est quelque chose que j'ai gardé en moi, et je comprenais pas. Bon, après, les choses ont changé, évidemment, mais bon, j'ai toujours l'impression quand même que il y a ce petit regard là encore que les gens ont encore sur nous. C'est l'impression que j'ai. J'ai fait des études plutôt littéraires. Après, j'ai été professeur des écoles en tant que professeur de dessin, d'art plastique, parce que maintenant aujourd'hui ça s'appelle art visuel. Voilà, ça a changé. Et après ça, j'ai fait des cours du soir au CNAM. J'ai fait le droit du travail. Pour avoir une licence en gestion ressources humaines, parce que bon, j'avais envie de changer de métier, etc. Et j'ai eu plusieurs vies, j'ai envie de vous dire. Donc j'ai été professeur des écoles. Ensuite, j'ai voulu aller travailler dans le privé. Donc j'ai travaillé dans des cabinets conseils qui avaient une double mission, justement. Donc c'était de l'audit pour les territoires. Et en même temps, gestion et animation des pépinières d'entreprise, des espaces de coworking, etc. etc. Et c'était vraiment très riche comme mission, parce que là, j'avais l'opportunité en fait déjà de rencontrer plein de startups et des entrepreneurs dans ces espaces-là. C'est peut-être ça aussi qui m'a donné envie plus tard de devenir entrepreneur, parce que je voyais des jeunes, mais vraiment des très très jeunes filles, jeunes hommes, qui avaient juste une idée et qui n'avaient tellement pas envie d'avoir un patron. Et ils avaient quel âge, je crois, la vingtaine, et ils se disaient non, même 25, 26 ans. Et qui ont commencé en fait une activité d'entrepreneur direct sans passer par le salariat, et qui se posaient pas des questions en fait, et ils y sont allés parce qu'ils croyaient tellement en leur projet. Ça, je trouvais ça intéressant.
Et de là, après, je suis retournée, on va dire, dans la fonction publique, puisque je me suis retrouvée à l'Assemblée nationale. Et là, pareil, une expérience très très riche, où là, vraiment, c'est carrément un autre univers. C'est pas du tout l'univers de l'entrepreneuriat, etc., etc. C'est un univers qui est beaucoup plus difficile en termes de relations humaines, en termes de... Voilà, c'est plus compliqué, mais c'était riche parce que là, vous comprenez certains mécanismes, j'ai envie de vous dire. J'ai toujours voulu faire de la restauration. Il y a des années, j'étais même avec des amis, un collectif, où on avait décidé qu'on allait ouvrir un restaurant, etc., etc. Ça ne s'est pas fait pour des raisons diverses et je me suis dit, bon, je vais mettre ce projet en stand-by parce que maintenant j'ai des enfants et donc j'ai privilégié l'éducation de mes enfants, la scolarité, mais je me suis toujours dit, le jour où ma dernière fille ira à la fac, j'ouvrirai mon entreprise. Et il se trouve que l'année du Covid, c'est l'année où Abigail est rentrée à la fac. Et c'est l'année où je me suis posé des questions en me disant, tiens, Abby rentre à la fac. Je me suis toujours dit que je voulais faire... et j'avais, en fait, même des années avant, j'avais déjà fait mon business plan et tout. J'avais déjà tout préparé. Hein. Mais j'avais mis en fait au frigo, au congélateur, comme on dit en Côte d'Ivoire. Et quand Abby est rentrée à la fac, je me suis dit, c'est peut-être le moment. Là, c'est le Covid. On est tous enfermés et tout. C'est peut-être le... Ça m'a fait vraiment réfléchir, à me dire, tiens, il faut que je réalise en fait ce que j'ai toujours voulu faire. Et donc j'ai dit à comment s'appelle, la députée avec qui je travaillais à l'Assemblée nationale, écoute, je pense que là je vais créer mon entreprise. Et donc on va peut-être pas finir le mandat. Bon, après il restait 8 mois avant la fin du mandat et elle m'a suivi. Et donc elle m'a même encouragée et tout. Et j'ai créé Chap Chap Food en 2020, officiellement. Mais j'avais déjà démarré en 2019. Je démarchais un petit peu, je faisais des tests ici et là. Mais c'était plutôt à des particuliers. Et après en 2020, là j'ai commencé vraiment dans le dur. J'ai commencé directement avec les entreprises. Directement avec les entreprises. Ouais, parce que j'avais... Voilà, en fait j'ai fait beaucoup de démarchage, j'ai fait un business plan, j'ai fait du porte-à-porte. Je suis allée voir toutes les entreprises de mon secteur pour leur demander est-ce que ce que je proposais, ça pouvait les intéresser ou pas. Et j'ai eu des très bons retours parce que voilà, les gens ils disaient, à part la pizzeria ou le kebab, que j'aime, hein, je ne dis pas que voilà, je ne critique pas, mais les gens ils avaient besoin d'autre chose. Et ils ont tous, surtout les entreprises, elles ont vraiment adhéré au projet. Alors Chap Chap Food, le principe est simple. Alors déjà, je travaille en B2B essentiellement, vraiment qu'avec des entreprises dans le secteur où je suis. Alors j'ai plusieurs services au sein de Chap Chap Food. Donc il y a le service du midi qui est dédié qu'aux entreprises qui sont dans mon secteur. Moi j'habite à côté de l'aéroport de Roissy, donc il y a beaucoup de PME. Celles qui n'ont pas de cantine ou même celles qui ont des cantines, hein, voilà, ils n'ont pas envie de manger ce qu'il y a à la cantine, donc ils font appel à nos services. Donc c'est un service livreur que sur le temps du midi. Ensuite on a un deuxième service qui est service vraiment là traiteur, où là j'ai beaucoup de chance grâce au bouche à oreille, où je voyage dans l'Hexagone ou même à l'étranger pour pouvoir faire des prestations culinaires à différents clients. Et le troisième, c'est les salons et les foires où on fait voilà, nos prestations et aussi, puisque je crée aussi en fait des produits un peu spécifiques comme la crème de cajou et tout pour faire connaître un peu les produits de la structure Chap Chap Food. La Côte d'Ivoire est le premier producteur de noix de cajou, comme le café cacao. La Côte d'Ivoire aussi est le premier producteur de mangue. Donc moi, je fais aujourd'hui partie de la filière coton anacarde parce que je trouvais parce que c'est un produit qui est très riche, la cajou, et puis c'est très bon aussi pour les diabétiques. Ça a vraiment des très bonnes vertus, la noix de cajou. Ça a les mêmes vertus que l'huile d'olive, par exemple. Et en termes de... Ça permet aussi la satiété, des choses comme ça. Et je me suis dit, c'est un produit qui est intéressant. Je trouvais qu'on l'utilisait un peu comme les... J'aime bien la cacahuète, hein, mais c'est pas de la cacahuète. La noix de cajou a vraiment d'autres vertus que ça. Et
je lisais des livres où je me suis rendu compte qu'on exporte en Côte d'Ivoire plus de 1 million de tonnes à l'étranger. Et que c'est là-bas que c'était transformé. Après, on nous le revendait au prix fort. Je me disais, mais c'est pas possible en fait, la valeur ajoutée, elle est où? Donc aujourd'hui, moi j'ai décidé de transformer la noix de cajou de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on est à peu près 20% de transformation. Mais voilà, ça commence à évoluer et les gens commencent à se rendre compte qu'il faut transformer sur le territoire, sur le continent. Donc la cajounade, c'est le premier produit que j'ai créé. Aujourd'hui, en plus, ce qui est très bien avec la mondialisation, c'est qu'on n'a plus besoin d'aller... des fois de faire venir des choses du pays ou des choses comme ça, parce qu'aujourd'hui on trouve à peu près tout en France ici. Après moi ma particularité, c'est que oui, c'est vrai, on trouve tout ici, mais je tiens quand même à rester à travailler avec les agriculteurs du continent en direct, sans passer par les intermédiaires, parce qu'au moins je suis sûre que l'argent va dans leur poche et que eux après ils peuvent investir sur d'autres productions ou investir dans du matériel, etc. Et surtout je source en fait mes agriculteurs, parce que je fais en sorte, parce que surtout en Côte d'Ivoire, je les source parce que la plupart de ceux avec qui je travaille sont certifiés EcoCert. Donc ça veut dire qu'ils ont un mode de production qui est sain, puisqu'ils sont tous labellisés bio ou agriculture raisonnée. Donc ça veut dire qu'ils n'utilisent pas de pesticides, ils n'utilisent pas des produits qui sont dangereux pour la santé. Alors la diaspora commence à comprendre qu'il faut mutualiser, qu'il faut une synergie pour pouvoir avancer. On est très en retard sur ce mode de fonctionnement, parce qu'il y a d'autres communautés qui l'ont compris bien avant nous, et elles se soutiennent mutuellement et elles avancent à grands pas. Nous, on commence à y adhérer. D'ailleurs, je le vois même dans le domaine de la restauration, où les traiteurs commencent à plus se regarder, j'ai envie de vous dire, en chien de faïence, mais à comprendre que voilà, si on travaille ici, il y a un intérêt en fait à se mettre ensemble et à travailler ensemble. Regardez, pour la petite histoire, par exemple, la cajounade, c'était au Salon international de la gastronomie, où c'est une chef ivoirienne qui est venue, à qui j'ai fait goûter, et elle m'a dit « Attends-moi là, j'arrive ». Donc, je l'ai attendu au moins 10 minutes, je lui ai dit « Mais qu'est-ce qu'elle me fait ?» Mais vraiment, elle m'a rien dit. Et bien, elle est allée chercher un chef étoilé pour me dire « Je te dis rien, je te laisse, mais goûte ce qu'elle a fait ». Et elle est partie. Et ce chef-là est venu, il m'a dit « Non, mais ça, il faut que tu commercialises ». Vous voyez, c'est des petits, c'est rien du tout, hein. C'est des petits gestes gratuits, mais qui sont tellement impactants, qui ont porté leurs fruits aujourd'hui, si bien qu'aujourd'hui, on est en train de construire une usine sur la Côte d'Ivoire pour pouvoir transformer cette cajou-là, pour pouvoir créer la cajou sur le territoire ivoirien. C'est vous dire que je ne sais pas s'il y a 10-15 ans, quelqu'un aurait pu faire ce geste-là en me disant non, mais le produit qu'elle fait, il a quelque chose qui va peut-être révolutionner l'Afrique. Voilà. Et après, j'ai compris pourquoi elle l'avait fait, parce qu'en fait, elle a vécu aux États-Unis. Ça veut dire que la diaspora, quand même, faut pas se cacher, en ayant fait des études ici, en ayant fait des études ailleurs, à l'étranger, on a quand même un savoir-faire, on a des potentiels qui sont différents de ceux qui sont sur le continent, mais qui, quand même, à un moment donné, changent un peu notre mindset. Et je sais que le geste que Christelle elle a fait, c'est parce qu'en fait, elle a déjà son esprit. Bonjour. Cet esprit un peu anglo-saxon, où elle n'a pas dit ah ben non, bon c'est bon, mais j'irai pas voir et tout. Parce que, voilà, tout de suite dans sa tête, ça a fait tilt. Ah ben tiens, ce truc-là, ça peut donner quelque chose. Et c'est parti de là. Et c'est là que je me suis dit, waouh, les choses ont vraiment changé, quoi. Et ça, c'est génial. Moi, par exemple, je suis intolérante au lait. Voilà, comme beaucoup de gens. Donc, la cajounade, c'est une belle alternative à la mayonnaise ou des sauces un peu sucrées, ketchup, etc. Donc, vous pouvez le consommer dans un sandwich. Vous pouvez le consommer avec des pâtes, vous pouvez le mettre avec des disques de légumes. Si vous faites des frites ou quoi que ce soit, vous pouvez le manger avec des frites, etc. En fait, il faut savoir que j'ai goûté toutes les crèmes de cajou dans les Biocop, j'en ai goûté au moins 30. Et elles ont toutes
la même concentration, oui. la même texture, c'est-à-dire qu'elles sont un peu comme l'arachide. Vous savez, la pâte d'arachide. Oui, la pâte d'arachide. La noix de cajou, ça n'a rien à voir, c'est hyper léger. C'est très fluide, c'est très, digeste. C'est très digeste et très bon. Très léger. Là, je pense qu'il y a des gens qui vous écoutent qui vont commencer. Et donc, c'est ça, en fait, la différence. Et je pense que c'est ça, en fait, qui a fait que Christelle s'est dit, ah non, mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai mangé depuis lors. Et voilà. Et il y a encore d'autres recettes avec la noix de cajou que je suis en train de créer. Et aujourd'hui, c'est en train de... Donc, c'est confié aussi à AgroParisTech. Je travaille aussi avec AgroParisTech qui sont en train de regarder la teneur d'eau, le pH et tout. Et une fois que tout ça, ça sera bouclé au niveau scientifique, j'ai envie de dire, là, ça sera vraiment commercial. J'aurai un prototype et après, ça sera transformé sur place en Côte d'Ivoire. Sur place en Côte d'Ivoire. Voilà. Et au niveau du transport, puisque les agriculteurs sont sur le territoire ivoirien, je pourrai avoir ma matière première déjà beaucoup plus rapidement. Et donc, la qualité de la noix de cajou sera toujours elle sera beaucoup meilleure. Label. Exactement. Et ça, c'est vraiment un projet pour 2024. Et oui, c'est en cours. Oui. Alors, pour ce projet, est-ce que vous avez besoin de partenaires? Est-ce que vous cherchez... Alors oui, des partenaires, j'en ai. J'en ai déjà... j'ai déjà prospecté. Oui, j'ai quelques partenaires. Mais les partenaires dont j'aurais besoin, en fait, sur le territoire ici en France, plus tard, ce sera des commerciaux, évidemment, pour la distribution et tout. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, j'ai quand même Monoprix et 2 épiceries fines plus Linel Maison qui veulent commercialiser la noix de cajou. Alors pourquoi? Parce j'ai fait plein de cocktails dans certaines entreprises et ces gens-là ont mangé ce produit-là, ils ont dit ah oui non mais là dès que c'est commercialisé, Biocop aussi pareil, là, il faut absolument qu'on le fasse parce que ça n'existe pas sur le territoire. Ça n'existe pas, c'est exceptionnel. Voilà. Aujourd'hui, on vous ramène à vos 20 ans. Qu'est-ce que vous feriez? Ah, je ne serais pas salariée. Je pense que j'aurais ouvert ma boîte direct. Direct. Ouais. Alors peut-être pas toute seule, parce que je pense qu'il faut toujours se faire accompagner quand on est jeune. Mais je pense que j'aurais fait mes études. Enfin, voilà, je sais que là, mon père m'aurait dit ah bah tu vois, je te paye tout ça et t'es traiteur. Oui, c'est comme ça. Mais je fais ce que j'aime. Vous faites ce que vous aimez. Voilà, vraiment je fais ce que j'aime. J'aime la créativité. C'est vraiment mon truc en fait. Et je me souviens même à l'Assemblée nationale, j'avais fait un bilan de compétences où ma formatrice me disait mais en fait le métier de bureau c'est pas pour vous en fait madame. Vous avez besoin de bouger, vous avez besoin de travailler avec tout ce qui est manuel et tout, c'est ça que vous avez besoin de faire. Artistique. Voilà, vous ne pouvez pas rester dans un bureau, quoi que ce soit. Elle a dit, moi je ne vous vois pas vraiment rester à l'Assemblée nationale, quoi. Et elle avait raison, parce qu'à un moment donné, bon... Et aujourd'hui, vous gardez de bonnes relations avec l'Assemblée nationale. C'est vos clients? Oui, c'était mes premiers clients. Ils font partie de vos clients? Ils m'ont vraiment bien encouragée. Ils m'ont dit vas-y fonce, faut y aller et oui ce sont mes clients et puis aujourd'hui j'ai vraiment un carnet d'adresses vraiment intéressant mais moi la base de mon projet c'était de me dire c'était le manger, enfin que tout le monde avait accès en fait à Chap Chap Food. Démocratiser la cuisine, la gastronomie africaine. Mais il faut que ça soit joli, il faut que ça soit beau, il faut que ça soit présentable. Je voulais quelque chose d'esthétique aussi. Moi, je vois, à l'époque, j'allais dans beaucoup de restaurants africains où voilà, je trouvais que ce côté-là, ça nous manquait. Et je me suis dit, non, mais si, parce que moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est que on mange africain comme on mange chez l'italien, comme on mange chez le chinois et tout. Et je trouve qu'on est un petit peu en retard là-dessus. Et là, je me suis dit non. Diversifier les plats. Voilà, il faut que ça soit normal pour quelqu'un de se lever, de se dire ah bah tiens, j'ai envie de me faire un et puis changer aussi cette idée que la cuisine africaine, elle est épicée. Elle est trop grasse. Elle est trop grasse. Elle est trop copieuse. Voilà, ah oui, il y a du piment partout, etc., etc. Voilà, donc c'était un peu ça l'idée. Voilà, c'est ça le combat. Et surtout que ça soit esthétique. C'est hyper important parce qu'on est dans le pays quand même de la gastronomie. Oui, la présentation. Il faut le savoir. Même si c'est dans des barquettes, il faut faire quelque chose quand même de joli, quoi. Voilà, parce qu'en fait, on mange déjà avec le regard. Voilà. Alors, si vous mettez du foutou banane comme ça, tac, tac, avec votre sauce gombo dessus, les Africains, ça ne va pas les déranger. Mais voilà. Par exemple, quand je fais le Salon international de la gastronomie, je fais extrêmement attention à ma présentation parce que la dernière fois, là, en septembre, j'ai fait du foufou avec une sauce pêcheur. Enfin, j'appelle sauce pêcheur, mais c'est de la sauce claire avec du poisson. Mais si je vous dis que l'Arabie Saoudite est venue manger mon foufou, les Chinois sont venus manger mon foufou. Enfin, je veux dire, les Anglais sont venus manger mon foufou.
sans savoir ce qu'ils étaient en train de manger. Ils se sont dit, mais on ne savait pas que la cuisine africaine, c'était comme ça. Bah oui, c'est comme ça, en fait. C'est quoi la texture? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est des bananes plantains. Mais c'est quoi les bananes plantains? Voilà. Et là, vous vous rendez compte qu'en fait, on a vraiment beaucoup de travail. Vous allez finir par être professeur, pédagogie. On a du boulot, en fait. Je me suis dit, c'est pas possible. Même les Colombiens qui viennent manger, parce qu'il y avait le stand de la Colombie, ils produisent de la banane plantain. Et même moi, ma banane plantain, je la prends de la Colombie parce que ce sont les seuls aujourd'hui qui font de la banane raisonnée. Ils mettent moins de pesticides que nous en Afrique, il faut le savoir. Donc quand je source, même à Rungis, je prends toujours de la banane colombienne parce qu'elle est raisonnée ou bio. C'est les seuls qui font ça aujourd'hui, ça n'existe pas ailleurs. Et quand je fais du foufou et tout, je leur dis, mais vous savez que vous êtes en train de manger de la banane plantain, ils ne le savent même pas. Donc il y a du travail. Il y a du travail et je pense que là, les personnes qui vous écoutent vous entendront. On arrive au terme de ce podcast. Aujourd'hui, comment on peut vous contacter? Alors moi, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, surtout Instagram. C'est vraiment j'aime bien ce réseau social parce que grâce à lui déjà, tous les contacts B2B, c'est par ce biais-là qu'ils sont passés. Et puis je suis aussi sur LinkedIn, mais là, alors aujourd'hui, l'entreprise a quand même évolué. C'est-à-dire que on est passé d'une clientèle, on va dire, un peu populaire, les salariés et tout, à une clientèle un peu plus luxueuse. Donc aujourd'hui, il faut savoir quand même qu'on a des prestations avec des grandes banques, comme au mois de mai avec les banques du Luxembourg, avec les institutions, le ministère des Armées, l'Assemblée nationale évidemment, les ambassades, même l'ambassade du Sénégal. J'ai fait 2 prestations pour monsieur l'ambassadeur du Sénégal, l'ambassade de Tanzanie, du Congo, etc. Donc on a vraiment une clientèle, c'est-à-dire que moi ça ne me dérange pas de faire des prestations pour des classes très très populaires et après de faire une prestation pour des classes un peu plus élevées. C'est une question, on a su en fait, on sait s'adapter maintenant on sait comment s'organiser, comment s'adapter, etc. Donc vous voyez, ça veut dire qu'on a la possibilité de le faire. C'est du travail, ça, il ne faut pas se mentir. C'est vraiment beaucoup de travail. Et surtout, moi j'ai eu l'habitude de dire à mes sœurs traiteurs et tout, qui disent mais comment tu fais et tout. Je dis mais en fait je pense que c'est aussi une question de bagou. C'est une question de... Moi, qu'est-ce que je risque? Ceux qui me disent non. Franchement, après, voilà, c'est tout. Non, c'est non, mais c'est pas grave. Mais je vais essayer de frapper à d'autres portes. Et je pense qu'il faut... Et surtout, il ne faut pas avoir honte de parler de nos produits. C'est ça. Le gombo, l'aubergine de chez nous, le boui. Mais qu'est-ce que c'est que le boui? C'est le fruit du baobab. Ah, le baobab est un fruit. Mais oui, le baobab. En fait, tu veux goûter? Viens, la confiture, tu veux goûter un jus et tout. Ah ouais, mais je ne connaissais pas et tout. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça qui nous retient. On se dit, ouais, mais bon, est-ce qu'ils vont... Non, en fait, ils n'attendent que ça. Venez, franchement, je vous invite à venir au Salon international de la gastronomie. Ça se passe tous les ans en septembre. Et c'est à la Tour Eiffel. Cette année, c'était entre le musée du Quai Branly et la Tour Eiffel. Il y a plus de 160 nationalités. Et cette année, d'ailleurs, la Côte d'Ivoire était le pays à l'honneur. Parfait. Voilà, on a eu 1 million de visiteurs. Mais c'était incroyable. Et vous avez un site internet, vous pouvez communiquer l'adresse de vos... Alors non, j'ai pas de site internet, il est en cours. D'ailleurs, je me demande si c'est nécessaire. Une adresse mail, un téléphone, comment on peut vous contacter aujourd'hui? Aujourd'hui, on peut me contacter par mail, donc c'est civ.food225@gmail.com. Donc je répète, civ.food225@gmail.com. Ou alors tout simplement, vous allez sur Instagram, Chapchapoud Paris. Paris, je précise, parce qu'il y en a un deuxième qui est à Montpellier. On ne fait pas du tout la même chose. Très bien. Puisque moi, je fais plutôt une cuisine fusion. Et les gens peuvent me contacter. Et c'est quoi cette cuisine fusion? Alors, c'est simple. La base, c'est les produits afro. C'est-à-dire que même si je fais des pâtes... alors déjà, je ne fais pas des pâtes au blé. Je fais des pâtes de niébé qui viennent du Cameroun. Il faut savoir. Des pâtes de niébé. Je connaissais pas. De Glim Africa, c'est créé par Annie Adiogo. Elle, c'est mon partenaire. Donc, en fait, Annie et moi, notre partenariat, il est simple. Je crée en fait des recettes avec ces pâtes. D'accord. Et ces pâtes des pâtes, elles sont vraiment très bonnes. Et aujourd'hui même, j'ai des nutritionnistes, des diététiciens français qui utilisent ces pâtes-là pour leurs clients.
L'idée, c'est ça aussi, de démocratiser aussi, même dans les milieux médicaux ou même à l'école. Donc, on a... donc, la base, ça va être des produits afro. Et après, on rajoute des produits italiens, voilà, des choses comme ça, voilà, et chinois, des épices indiennes, etc., créoles, etc., etc. Mais la base, toujours... ça va être les produits ça africains. Va être les produits, si ce n'est pas des épices, ça va être même le manioc, les céréales, le mil. Je fais beaucoup de gâteaux à base de mil. Toutes mes boissons, c'est gingembre, ça va être la goyave, tout ça, toutes ces choses-là, ça va être ça. Très bien. Voilà. Merci Ingrid. Merci à vous.